l'ont amené aujourd'hui à prendre la route du Salon pour l'inauguration d'infrastructures et la pose de premières pierres. Je le fais aujourd'hui volontiers, tant plus que j'ai personnellement une grande admiration pour le professeur Kane, un grand intellectuel, je puis dire aujourd'hui de renommée mondiale dans le champ de ses recherches. Je dois dire que j'ai été impressionné par la bibliographie de ce nouvel ouvrage. Voilà comment nous allons procéder. Je vais successivement donner la parole au professeur Ousmane Sène, directeur du WAC. Ensuite, ce sera Serigne Mansour Sy Jamil. S'il n'est pas là, le suivant, ce sera le docteur Ibrahim Sall, directeur exécutif Trust Africa. Ensuite, la parole sera donnée à l'auteur, qui aura lui 20 minutes au lieu des 10 des 3 premiers intervenants. Je me permettrai de faire quelques commentaires après l'auteur. Et une fois cette première phase terminée, nous allons ouvrir les débats que nous allons organiser à peu près autour de 30 minutes. Voilà, donc professeur Ousmane Sène, vous avez la parole. Merci mon cher ami et collègue Bouna. Prendre la parole peut-être le premier, c'est tout simplement pour une raison pratique. Quand vous venez ici, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue. Donc, autant vous souhaiter la bienvenue et tenir les quelques propos que j'ai à l'endroit de mon Thomas Ousmane Kane et un peu 2 ou 3 mots sur l'ouvrage. Évidemment, commencer d'abord pour vous remercier d'avoir voulu venir assister à cette séance-là qu'on prépare depuis des mois. Remercier Ousmane Kane, le professeur Ousmane Kane, de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cette séance. Remercier mon ami Ibrahim Sall, remercier mon ami et collègue, le professeur Bouna Seck, mais à travers lui, le président de l'Assemblée nationale. Alors, il faut que je m'explique. Très souvent au Sénégal, quand vous parlez des autorités, les gens vont aller voir ce qui n'est pas. Mais moi, je me voudrais, moi, exercer le privilège de dire les bonnes choses, s'il y a des bonnes choses que je connais sur une autorité. Et ça, c'est ma conviction. Parce que quand je le dis, l'autorité en question sait parfaitement si je lui lèche les bottes ou non. Mais Moustapha Niasse, je lui dois un témoignage spécial. J'ai connu Moustapha Niasse alors que j'étais, moi, élève de lycée. Et en 6e lycée, ici à Dakar, un de ses neveux était étudiant à l'université Cheikh Anta Diop et évidemment s'est fait renvoyer avec la grève. Ce neveu-là était l'ami intime, le compagnon de mon grand frère El Hadji Sène, ancien directeur des eaux et forêts. Pendant les vacances, les grandes vacances, ils étaient tout le temps ensemble à Sokone. Il s'appelait, et il s'appelle toujours, Mbaïlo. Et cette partie de la famille de Moustapha Niasse est à Sokone. Et un samedi, Moustapha Niasse est venu lui rendre visite alors qu'il était, je crois, au cabinet de Senghor. N'oubliez pas, c'était les années 68, chemise cintrée, afro, pantalon, patte d'éléphant. Et si j'ai bon souvenir, je crois que ce jour-là, la porte du parc était fermée.
le parc zoologique, mais c'est lui qui nous a aidé à ouvrir. Je me suis rendu compte que celui-là est un athlète, et par la suite, on m'a dit que c'était un grand athlète alors qu'il était au lycée. On avait aussi, alors qu'on était étudiant au département d'anglais, un collègue étudiant qui, pour certains, était un peu de la gauche, mais son exercice favori, c'était de déclamer les phrases de Moustapha Niasse, que j'appelle des périodes. Parce qu'on peut étudier et analyser le discours de chacun, mais Moustapha Niasse, ce qu'il fait, c'est des périodes. C'est long, avec des effets d'accumulation par la répétition. Et Yaboussam, qui est devenu professeur d'anglais, aimait se coucher sur nos lits à l'école normale, au lycée des Normaliens, et il déclamait. On faisait du nan ataya, et chaque fois on lui dit Yabou, on t'écoute, et il commençait, il parlait. C'est ces relations-là jusqu'à ce qu'on se retrouve plus tard au WAC. Et entre lui, Boubacar Bari et Pendambo, on me dit des choses qui chaque jour m'encouragent. Le grand Boubacar Bari est constamment ici. Pendambo aussi. Et le président Moustapha Niasse, Ousmane, chaque fois que j'entre dans ma voiture et je passe à côté du WAC, il y a une fraîcheur qui m'envahit. Vraiment, vous faites un bon travail. Mais il est pour le parce qu'il t'encourage à faire le bien et à travailler davantage. Donc, vraiment, il faut transmettre ces remerciements-là à M. le Président et d'avoir été très disponible quand on lui a envoyé la lettre parce qu'il a écrit qu'il allait faire tout pour venir. Qu'on choisisse tout simplement la date. Mais circonstance étant circonstance, il n'a pas pu. L'autre, c'est mon homonyme Ousmane Kane. Ce n'est pas le livre qui nous lit seulement. C'est une rencontre ici au WAC, un jour où j'avais une autre délégation qui était là. Et sur le perron du WAC, nous avons échangé rapidement. Et il me dit, je voudrais commencer un programme avec vous et avec mes étudiants. Les étudiants de Harvard University. Chaque année, ils viennent, ils passent un mois ici avec leur professeur, son assistant et mon équipe. Oui. Oui, 2 mois, il a raison. Et on essaie de faire en sorte qu'ils découvrent vraiment les réalités du Sénégal et de l'Afrique. Et je crois que c'est l'une des meilleures collaborations que nous avons. D'abord parce qu'ils nous payent correctement. En plus, il est très facile de travailler avec eux. Ousmane Kane, la première fois où je l'ai vu, Moussol, ce que nous appelons Yéritouba, c'est en novembre-décembre dernier, c'était à Atlanta. Je le vois et je suis surpris. Tiens, Ousmane, oui, mais on est en Amérique, hein, il faut que, quand il fait froid, parce qu'il faisait particulièrement froid pendant cette période à Atlanta, c'était anormal, et il était dans ces Yéritouba, et je me suis dit, c'est la première fois que je le vois. C'est vous tous qui vous le connaissez. Si vous le voyez comme ça dans la rue et vous ne le connaissez pas, vous allez dire, Talibé Bi Moïkan. La simplicité, l'humilité, la disponibilité. Les plans au nom de Dieu, vous trouvez ça chez Ousmane. Plus le culte du savoir et de l'érudition. Et j'en viens à ce livre-là. Parce que ce livre-là, pour moi, n'est pas tout simplement un traité sur les Sénégalais d'Amérique, ça dépasse ça. Si vous voulez un livre qui vous donne ce qu'on pourrait appeler la sociologie de la migration, les motivations de la migration, les situations dans lesquelles on se trouve, comment on vit cet exil-là, si vous voulez comprendre comment ça se passe, comment ça se fait, lisez le livre du professeur Ousmane Kane. Si vous voulez aussi voir un livre qui, sur le plan de la recherche, est documenté à satiété et expliqué de manière très rationnelle, mais lisez ce livre. Tous les phénomènes sont expliqués sur le plan scientifique
et avec une précision extraordinaire. Parce que quand Ousmane explique, il vous dit, je tiens cette thèse, ou j'affirme ceci, et il adosse ça toujours sur des raisons. La plupart du temps, il vous dit, j'adosse ça sur 3. Alors, je ne sais pas si on peut faire la séance ici et que les livres circulent en même temps, madame. Ça va perturber un peu. Oui, voilà, ça va perturber un peu. Voilà, on attend que madame ait terminé. Merci. Voilà, merci. Voilà. Donc, je termine rapidement, Monsieur le Président. Donc, il analyse, mais son analyse est très bien menée. Le contexte historique d'une situation vous est donné, et une fois que ce contexte-là vous est donné, il argumente en vous expliquant pourquoi cette situation existe. Et avec une forte précision, en vous disant, jetez cet argument sur la base de tel, argument numéro 1, argument numéro 2, argument numéro 3. Je crois que sur le plan, sur le plan scientifique, Ousmane, ce livre-là a été vraiment très fouillé, et sur le plan aussi de la recherche, vraiment on a un exemple extraordinaire. Bon, j'ai peut-être quelques exemples ici. La notion d'enclave, vous l'avez très bien expliqué. Alors, j'ai tout simplement une question par rapport à cette notion d'enclave. Vous avez parlé d'enclave ethnique, mais peut-être aussi qu'il y aurait une enclave nationale. Parce que si les Sénégalais se retrouvent entre eux, Wolof, Serer, Toucouleur, ce n'est plus l'ethnicité qui les réunit, mais la nationalité. Peut-être vous demandez vraiment de commenter davantage sur ce plan. Vous avez aussi emprunté une très belle expression que vous avez vue dans vos lectures, c'est Vertovitch, qui parle du téléphone. Ah bon, vous le savez, ce phénomène-là. Déjà avant le téléphone cellulaire, le téléphone des émigrés au Sénégal, c'était toujours le dimanche, mais le téléphone est appelé ici le ciment social du transnationalisme migrant. C'est une très belle expression. Une expression qui traduit un phénomène sociologique réel. S'il n'y avait pas de téléphone, je ne sais pas comment les migrants allaient vivre leur situation d'exilés. Alors, tout cela étant dit, je conclue peut-être en faisant deux remarques. Je sais dans quelles circonstances on a pu imprimer ce livre. C'était très difficile ce soir. Jusqu'à hier, je crois que ce n'était pas encore imprimé. Non pas de la faute de Ousmane, mais peut-être de la faute de ceux à qui il avait fait confiance. Et d'ailleurs, ces gens ont été tellement en retard qu'on l'a un peu trahi dans la pagination. Les paginations ne correspondent pas très bien. Il y a aussi une dernière remarque que je ferai sur la traduction, puisque je suis traducteur. Et je connais très bien Oumar Sougou. Là aussi, il a été victime du syndrome de la traduction. Si on vous donne un texte long et difficile, d'abord, une fois que vous avez fini de faire la traduction, vous ne voulez plus relire ça. Vous êtes dégoûté pratiquement. C'est comme l'écrivain. Vous êtes dégoûté par ce que vous avez écrit et vous n'avez pas envie de revenir. Alors, si vous ne revenez pas, quelqu'un d'autre peut-être devrait le faire, ou d'autres personnes, si le texte est trop long, parce que ce texte-là est extrêmement long, la relecture ne peut pas être faite par une seule personne, il fallait plusieurs personnes. Ce qui fait que des fois, bon, il y a quelque part où Sougou est un peu trahi, par exemple, quand dans un chapitre, il traduit remittance par remise. Bon, effectivement, c'est des remises de fonds. Mais maintenant, c'est véritablement ce que vous appelez les transferts d'argent d'un Western Union, d'un Wari. C'est ça, les transferts d'argent, ce qu'on appelle remittance. Mais je soulignerai aussi que ce n'est pas un phénomène nouveau, ou ce n'est pas un phénomène que l'on explique par les flux migratoires actuels. Ça existe depuis la création des États-Unis. Il y avait une race de Britanniques oisifs appartenant à l'aristocratie que l'on appelait des remittance men. Ils étaient au Canada, ils étaient aux États-Unis, ils ne faisaient rien.
ils attendaient tout simplement que leur papa leur envoie de l'argent. Et ils vivaient de ça. C'est un peu comme notre relation avec les émigrés. On attend toujours que Yonegul. Voilà, c'était un peu la même situation. C'était des suspense. Donc je voudrais m'en arrêter là. Il ne faudrait pas que j'abuse de ma position de directeur. Voilà, Monsieur le Président. Donc Ousmane, merci à nouveau de la confiance. Ebrima, merci d'être venu. Et Monsieur le Président, à nouveau, merci beaucoup. Merci à l'assistance. Merci beaucoup, professeur Mansen. Merci beaucoup, professeur Ousmane Sène, pour cette intervention qui dépasse largement le cadre des mots de bienvenue classiques, parce que vous avez déjà commencé l'examen de l'ouvrage qui nous réunit cet après-midi. Je voudrais aussi vous remercier pour le témoignage que vous avez fait à l'endroit du président Moustapha Niasse. Je ne manquerai pas de lui transmettre vos aimables sentiments. La parole est maintenant, normalement, assez consultée, mais comme il n'est pas là encore, nous allons donner la parole au docteur Ibrahim Sall, directeur exécutif de Trust Africa. Docteur, vous avez la parole. Je voudrais aussi saluer son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. C'est un honneur de retrouver sur le plateau. Et saluer toutes les grandes personnalités qui sont ici présentes dans la salle. On ne va pas tous les nommer. Je vois ma soeur Pelda, Pape, Serigne, salam alaikum, je vois le professeur Barry, Yann, le professeur Mbaïtian qui est là, mon ami Diaye. Et donc c'est vraiment un plaisir de se retrouver ici encore une fois. Il y a un peu plus d'un an, nous étions ici même pour le lancement d'un autre ouvrage, comment dire en anglais, seminal publication, un ouvrage d'une très haute facture de Ousmane Bion Tumbuktu, au-delà de Tumbuktu, qu'il avait publié un an avant en anglais et dont il avait fait la traduction lui-même. Et j'imagine que les gens d'erreur dont parle Ousmane tout à l'heure, faisant référence à la traduction, ne se sont pas produits dans ces cas-là. Mais c'est quand même assez bien fait. Ça n'a pas été facile de traduire ça et je pense que Sougou s'en est très bien sorti quand même. Juste à corriger quelques petites choses. Donc je voudrais remercier Ousmane vraiment de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de faire partie de ce panel pour parler de cet ouvrage-là. Et le féliciter pour ce travail extraordinaire. Et je crois que la démarche que tu as adoptée cette fois-ci, encore une fois, est une excellente démarche. Ces ouvrages sont extrêmement importants. Ils sont publiés en anglais et par des maisons d'édition qui se trouvent ailleurs. Et ils sont vendus à des prix qui sont hors de portée pour la plupart des gens. Donc, faire la traduction et les publier sous le format abordable, dont on peut acheter facilement ici au Sénégal, c'est une manière de rapatrier en fait tout ce savoir-là que l'on produit et qui devrait nous bénéficier beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un travail extraordinaire. Il est difficile de commenter un ouvrage avec lequel on n'a pas de désaccord. Je n'ai pas de problème, j'ai absolument aucun point sur lequel je suis en désaccord. Et je n'ai trouvé aucune faiblesse pour dire que mais ça, on aurait pu renforcer. Je n'ai pas trouvé d'oubli majeur pour dire que finalement, on a oublié le genre, on a oublié quelque chose. Il a pensé à ça. Il y a toute une section sur l'évolution des rapports hommes-femmes en Amérique et par rapport aux jeunes Sénégalais d'Amérique. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste pointer souligner quelques points qui me paraissent essentiels. Mais puisque le livre vient d'être diffusé et beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de le regarder, il faut juste dire que le titre « Les Sénégalais d'Amérique », je vais revenir sur ça un petit peu, parce que le titre en anglais, c'est « The Homeland is the Arena », pose le problème d'une manière un petit peu plus différente, mais qui est peut-être plus parlant.
il aurait pu être intitulé Le West Africain d'Amérique, parce que je pense qu'il regarde beaucoup plus que la communauté sénégalaise des États-Unis. Mais il y a 7 chapitres. L'analyse part de l'islam au Sénégal, l'État, les administrations au Sénégal et la structure de l'islam au Sénégal, les différentes maisons religieuses, les confréries, l'islam soufi, l'islam sunnite, au niveau du Sénégal d'abord. Il discute du peuplement de l'Amérique, notamment les vagues d'immigration, les différentes générations, et il souligne des choses importantes dans ces cadres-là. Deuxième chapitre, il porte sur ce qu'il appelle les enclaves sénégalaises de la ville de New York, les différents lieux où on trouve les communautés sénégalaises. Les différents lieux, il y a Little Sénégal. Donc, dans beaucoup de pays, on a Chinatown. À New York, on a Little Italy, là où se trouvent les Italiens. On a Little Sénégal, il y a d'autres communautés également. Mais il parle beaucoup plus que ça. Il parle de Fouta, il parle d'autres endroits, dans le Bronx, dans le Brooklyn, et ceux qui sont même dans d'autres lieux. Et cette manière d'habiter l'espace new-yorkais était importante de faire ressortir. Et voir un peu comment ça évolue dans le temps. Parce que ça, je suppose que ça a déjà commencé à changer, parce que dans toutes les villes, il y a un phénomène de gentrification, comme on dit. Les Sénégalais ont aidé à transformer New York. Hein. Mais après avoir transformé New York pour rendre Harlem en particulier beaucoup plus habitable, beaucoup plus sûr, parce qu'ils ne sont pas dans la petite criminalité, parce qu'ils sont dans des activités porteuses, la ville devient plus fréquentable, ceux qui l'avaient fui reviennent. Pour les gens qui ont lu l'autobiographie de Malcolm X, c'est un excellent ouvrage. Mais Malcolm X, dans un paragraphe seulement, décrit les différentes vagues d'immigration au niveau de Harlem. Comment, à un moment donné, les Irlandais sont venus, ils ont déplacé. Donc, dès qu'ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés ont fui. Et après les Irlandais, je crois que c'est les Italiens qui sont venus, et les Irlandais ont fui l'espace Harlemite. Et après les Irlandais, c'est les Juifs qui sont arrivés, et après les Juifs, dès qu'ils sont arrivés, les Italiens ont fui Harlem. Et après les Noirs sont arrivés, les Juifs ont fui Harlem. Maintenant, il ne reste que les Noirs. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant avec la cherté de la vie à Harlem? Est-ce que les communautés, les structures, tout le Sénégal va rester comme ça? Ça, c'est une question. Mais cette analyse est extrêmement importante dans l'ouvrage. Et surtout, il décrit dans le chapitre 3 la vie associative et les différentes formes d'organisation qui existent au niveau de la ville. Les daïras, les associations un peu séculaires, les associations religieuses, différents types de daïras au niveau des Mourides, au niveau des Tijanes. Et cette analyse également est extrêmement importante. Ça montre quand même les formes de socialisation qui ont été créées dans l'espace new-yorkais. Et les rapports entre les daïras et les autres associations également. Ensuite, il y a toute une partie qu'il appelle l'économie spirituelle transnationale. C'est en fait toute cette infrastructure économique qui soutient non seulement les processus d'immigration, mais qui est en fait le substrat sur lequel repose la vie des migrants au niveau des États-Unis, mais également le rapport avec le pays d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est comment il montre qu'il y a une transformation, en fait, du fait des interventions des migrants et des associations, aussi bien de l'espace américain que de l'espace dans le pays d'origine. Et ça, c'est important. Donc, cette analyse-là est également importante. Ce 6e chapitre, c'est sur ce qu'il appelle les relations genre et intergénérationnelles. Et ça, c'est une analyse extrêmement fine de ce qui arrive dans l'espace familial, dans la vie des couples, comment les couples se reconfigurent, se déstructurent, les taux de divorce très élevés, du fait qu'ils vivent dans un espace différent, il y a des dynamiques sociales extrêmement différentes, des lois qui permettent, qui donnent des droits, etc., l'accès à des ressources, et c'est un aspect important aussi de la vie. Et enfin, le 7e chapitre est intitulé Barça ou Barsac. Ça, c'est pour dire que finalement, en fait, on est devant un phénomène. Il a repris une formule qui est utilisée au Sénégal, là, mais qui certainement n'a pas été utilisée au moment où les gens commençaient à aller aux États-Unis pendant les années 70 ou vers la fin des années 60. Mais c'est une expression qui est pertinente, qui permet de comprendre, en fait, pour quelles raisons et pourquoi, avec toutes les évolutions et toutes les difficultés, les gens continuent encore à vouloir émigrer. Alors, ça, c'est à peu près la structure de l'ouvrage. Je pense qu'il est important d'en avoir donc cette vue d'ensemble. Je reviens au niveau du titre.
En fait, quand il parle le titre anglais du Homeland is the Arena, en fait, montre que finalement, ces gens sont en Amérique, mais en fait, tout leur positionnement, c'est un peu par rapport aussi au pays d'origine, là où ils viennent là. Donc, si on est quelque chose dans le pays d'origine, si on est considéré dans le pays d'origine, et de quelle manière continuer à être relevant en quelque sorte, de quelle manière continuer à compter dans le milieu dont on vient en fait au fond. Ça a informé les dynamiques migratoires presque de tout temps en fait. Il y a une analyse intéressante, beaucoup de travaux sur les différents types d'études sur l'immigration. Hein. À un moment donné, c'est le problème d'accueil dans les pays d'origine. Ensuite, c'était les réseaux, les facteurs qui poussent et les facteurs qui permettent d'arriver dans certains lieux. Et ensuite, il y a toute une différentes phases dans les études sur l'immigration. Je pense que ce que Ousmane arrive à faire, c'est d'arriver à une situation actuellement où on est dans une complexité beaucoup plus grande par rapport à la migration, où il y a de nouvelles générations qui sont nées dans les pays d'accueil. Et il n'est plus question de dire que finalement, les gens y vont pour un certain temps, et puis après, ils réunissent de l'argent, et après, ils rentrent. Quoi. Pour un certain nombre de gens, c'est toujours une problématique, mais c'est beaucoup plus complexe maintenant, où pour certains, ce n'est plus ça qui se pose. Et de toute façon, même si vous voulez, il y a des situations qui se produisent. Il y a des enfants qui sont là-bas, les gens ont la nationalité des pays dans lesquels ils vivent, y compris aux États-Unis. Et ça crée des situations. On trouve dans une même famille, selon les lieux où les membres de la famille se retrouvent, il y en a qui vont détenir la nationalité anglaise ou française et la nationalité américaine dans la même famille. Hein. C'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Et je vais juste sur quelques notions qu'il a utilisées dans le texte. Je pense que la question de la transnationalisation, en fait, si on parle de mondialisation, les gens gardent ça de beaucoup de périodes. Quoi. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un rapprochement et une interférence d'espace et de temps et de culture qui est tellement complexe et tellement grande que il est difficile de poser les questions d'identité, par exemple, d'une manière simpliste, ou les questions de souveraineté d'une manière assez simpliste. Parce que les gens, ils appartiennent là-bas et ils appartiennent ici aussi. Et ça a été dit, il y a un ouvrage sur les Sénégalais d'Allemagne, l'ouvrage de Laurence Marfin, qui est un peu plus vieux, depuis 2003, sur les Sénégalais d'Allemagne, où la communauté des Sénégalais d'Allemagne est beaucoup plus petite que les communautés Sénégalais d'Amérique. Mais déjà, Laurence montre dans son ouvrage que les Sénégalais d'Allemagne sont dans une espèce d'entre-deux, le fait de devoir ne pas vouloir choisir ou ne pas devoir être, en fait, vouloir appartenir dans les deux espaces, quoi. Ils sont là-bas et ils sont ici. Et ça, Ousmane le montre très bien dans son ouvrage-là. Finalement, ces gens-là, dans leur manière de se déployer, dans leur manière de se positionner, ils sont d'Amérique, c'est des Sénégalais d'Amérique, mais c'est également des Sénégalais viennent du Sénégal, qui participent à la transformation du Sénégal. Et ils montrent comment, par l'action de ces immigrés qui sont en Amérique, des villes entières se sont transformées. Touba, Madina Kaoura, qui l'a cité, Tiwawan et d'autres, se sont transformés, et ça c'est le fait de l'intervention des migrants. Et ce n'est pas seulement les villes, même les milieux ruraux ont changé du fait de l'intervention des migrants qui sont là-bas. Alors, je pense que ça renvoie à beaucoup d'autres choses. L'Union africaine, il y a quelques années, a décidé que la diaspora africaine, c'est la 6e région du continent africain. Mais en fait, la réalité est que on a une vision un peu instrumentaliste de la diaspora. La diaspora est intéressante parce qu'il y a beaucoup de ressources. Et on sait qu'aujourd'hui, maintenant, les remises ou les transferts, les Western Union, ça c'est le mécanisme de transfert. Mais les montants transférés, ce sont des montants énormes. C'est plus important que l'aide publique au développement. Ça, c'est établi. On perd beaucoup de temps à faire des réformes et essayer d'attirer les investissements directs étrangers, qui viennent ou qui ne viennent pas. En attendant, ça déconfigure quelquefois nos structures économiques. Alors que la diaspora a des ressources beaucoup plus importantes et on n'a pas su les utiliser. Donc c'est important et c'est vrai que les gouvernements qui essaient de cibler ça, cette ressource-là, ont raison de le faire. La vérité est qu'on voit ces aspects-là. La diaspora a des ressources, la diaspora a des compétences,
qu'on peut utiliser aussi bien au niveau de l'universitaire que dans d'autres domaines, parce qu'il montre dans son analyse à quel point les immigrants africains font partie de ceux qui sont les plus qualifiés, les mieux formés en tout cas, de toutes les communautés immigrées aux États-Unis. Donc les talents et les compétences qu'ont les gens de la diaspora nous intéressent, les ressources économiques qu'ont les diaspora nous intéressent, mais en fait on fait très peu pour savoir en fait, dans quelles conditions ils vivent. Même la recherche ne s'y intéresse pas beaucoup. Il y a très peu de recherches qui montrent exactement dans quelles conditions la diaspora vit. On ne le connaît pas assez. Et lui, il montre, entre autres, par exemple, juste les années 80 et 90, le niveau d'insécurité. Il y a des chiffres effarants par rapport au nombre de gens qui sont rapatriés, les gens qui sont tués dans des bagarres futiles ou qui sont agressés. Les gens vivaient dans une insécurité extraordinaire et que ça n'est pas fini encore aujourd'hui. Et on connaît très peu d'États africains qui font l'effort d'intervenir pour dire que ces diasporas, ça fait partie de notre communauté et ce qui leur arrive nous intéresse. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à partir des analyses qui sont faites là, c'est qu'on commence à prendre la diaspora en fait, dans tous ses aspects, aussi et comprendre en fait ce qu'elle vit et quelles sont ses préoccupations également. Le Sénégal, je crois, a pris une longueur d'avance sur ce plan-là. À partir du moment où maintenant la diaspora peut voter, la diaspora est représentée dans l'Assemblée nationale, c'est bien qu'on ait le président et son représentant ici. Et on imagine que les choses vont changer. Les représentants de la diaspora vont poser les problèmes de la diaspora à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'on évolue vers une situation où ça va changer. Mais le nombre de gens qui sont dans les prisons, le nombre de gens qui sont agressés et dont les procès sont passés sous silence là, est extraordinaire. Donc, on ne fait pas assez justement pour tenir compte de ce que la diaspora pour nous rapporter. Alors, ce qu'il faut dire peut-être, juste deux points en plus avant de passer la parole, parce qu'il faut continuer longtemps sur ces questions-là. Il y a aussi le rôle de la technologie dans les communications entre la diaspora et les people. Maintenant, il y a très peu de décisions familiales qui sont prises sans que la diaspora participe à la discussion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, on n'a même plus à payer au téléphone. On a WhatsApp. Si on a la connexion, on peut parler des heures et des heures. Et donc tout est discuté. Les structures familiales sont décentralisées et dispersées dans le monde entier. Et les gens participent donc dans une conversation qui s'étale sur des milliers de kilomètres. Et ça va bien au-delà de ça. Et par rapport à ce qu'on utilise justement pour le transfert d'argent, ça a été cité déjà. Mais on utilise la technologie et c'est une des choses qui porte cette économie justement spirituelle et économie de la migration. Je pense que l'autre chose que je voudrais dire, c'est que finalement, il y a aussi beaucoup de tentatives qui sont faites. J'ai parlé de l'intérêt que nous portons aux ressources universitaires. Par exemple, il y a des programmes pour que les universitaires viennent enseigner dans les universités africaines. Et il y a une section du livre où il parle de coûts et de bénéfices de la diaspora. Les coûts, si on regarde en fait en termes de coûts, qu'est-ce que ça nous coûte que cette diaspora, si importante, si nombreuse, soit là-bas. Effectivement, les gens sont formés ici et ils travaillent pour d'autres qui n'ont pas investi dans leur formation. Surtout dans certains domaines tels que la médecine, par exemple, où les infirmiers, ce sont des gens qui sont sur une très forte demande. Et donc, il y a beaucoup d'experts formés ici avec les ressources publiques qui servent l'Amérique et ailleurs. Mais on a parlé de ce qu'ils font en termes d'investissement. De plus en plus, les gens disent que finalement, on doit parler de circulation en fait. Pas seulement en termes de migration, mais c'est de circulation. Circulation des cerveaux, circulation de beaucoup de choses, de ressources, circulation des biens culturels. Et ça permet de relativiser en fait ces notions de pertes au fond. Parce qu'on a des gens qui sont en Amérique qui viennent encadrer des étudiants ici au Sénégal, qui peuvent superviser des étudiants, qui peuvent participer à l'enseignement, qui peuvent... ils évoluent dans des espaces universitaires beaucoup plus riches, beaucoup mieux dotés en termes de documentation et de moyens techniques. Et ils partent là pour donner des cours de très haute facture au niveau de nos pays et au niveau des universités. Et ça, juste un exemple par rapport à la manière dont on peut peut-être avoir une autre perspective de cette affaire-là. Je termine sur une question, une notion, pour laisser le temps un peu au suivant et puis qu'il y ait un temps de débat. Le livre se termine sur la notion du bon Sénégalais,
de bons musulmans et de bons Sénégalais musulmans comparés aux autres, et de bons noirs comparés aux autres. Hein. Et ça, c'est une notion qui a existé depuis un certain temps, et surtout la notion de bons musulmans et mauvais musulmans était devenue beaucoup plus dans le débat après les attentats de 2011, quand on a bombardé les Twin Towers. Et finalement, on dit oui, ça, il y a les terroristes, les salafistes qui ont pénétré l'espace américain. Et les musulmans étaient mis sous la défensive. Il fallait donc se démarquer de ces gens-là pour dire finalement, oui, mais ça, c'est le mauvais musulman. Et donc, nous, on n'est pas les seuls là. Alors, au niveau de Harlem et au niveau des États-Unis, comme je dis, les Sénégalais ont contribué à transformer Harlem, à pacifier, à rendre sûr Harlem. Et à tel point que c'est le maire de Harlem, David Dinkins, il le dit dans l'ouvrage, qui a décrété une journée Amadou Bamba pour le Sénégal, hein, au niveau de Harlem. Et les Sénégalais d'Amérique sont connectés au plus haut niveau, au niveau des structures municipales et des structures des congrès et tout ça. Donc c'est des gens qui savent faire du lobbying et ils le font. Et ils sont bien représentés. Hein. Mais cette notion de bons musulmans et de mauvais musulmans, ça correspond un peu à des clichés. Et les gens en fait, jouent un peu sur ça aussi. Mais c'est une notion qui est très importante. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est que ça permet juste de voir en fait, à quel point on peut quand même remarquer des différences importantes dans la manière dont différentes communautés immigrées se positionnent et se déploient dans l'espace américain en particulier. C'est la même façon par rapport aux Noirs. En général, le mauvais noir ou le bon noir, il y a un rapport d'abord assez profond. Et c'est intéressant de savoir, Ousmane, déjà depuis le temps de l'esclavage, tu montres qu'il y a beaucoup d'esclaves qui étaient musulmans. Peut-être jusqu'à 20% des esclaves qui sont partis d'Afrique étaient des musulmans. Et ça a certainement agi sur la manière dont les esclaves se positionnaient, se révoltaient et tout ça. Mais est-ce que ça a eu une influence quelconque dans le rapport entre les Nation of Islam, par exemple, qui mobilise essentiellement les Africains américains et les musulmans noirs venant d'Afrique de l'Ouest en particulier? Parce qu'entre les deux communautés, la communication n'est pas toujours facile. Et l'État peut jouer sur les structures municipales, et on a vu ça ailleurs, même en Afrique du Sud. Hein. On prend les étrangers, on parle avec eux, et puis on utilise ça comme alibi pour dire que non, on n'est pas raciste, on n'est pas contre les étrangers, parce que regardez, on parle à ces communautés-là. Si on était raciste, on n'aurait pas parlé aux Noirs. Et donc, ça, je pense que ce serait bon de regarder de quelle manière ça se présente aujourd'hui. Est-ce que le rapport avec les Africains américains, descendants d'esclaves des générations d'avant, et le Sénégal d'aujourd'hui a changé un peu. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour ne pas garder le micro trop longtemps. Et évidemment, je reviendrai dans le débat pour dire beaucoup. Mais c'est un ouvrage qu'il faut lire. Et ce regard-là pose toute la problématique de l'intégration. Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Dr Ibrahim. La parole est à l'honorable député Serigne Massoussi Jamil. Il est venu après la présentation du chronogramme. Les panélistes ont 10 minutes. 5 minutes pour montrer l'expérience concrète sur le terrain et aux États-Unis. Un exemple d'intégration des Sénégalais qui se trouvent à Harlem, au 116. Comment, à partir d'une église qui était presque abandonnée, la communauté sénégalaise a senti la nécessité d'avoir un lieu de culte. Au cœur de la négritude, au cœur d'Harlem, a pris les dispositions pour acheter l'église, transformer cette église-là, organiser des fundraising, différentes levées de fonds à la communauté musulmane du Pakistan, de l'Égypte, du Sénégal, pour les aider non seulement à acheter la maison, mais aussi pour financer la construction de cette église qui est passée d'une église jusqu'à une mosquée, une zavia, la zavia de l'Ajmaliksi. J'avais une vidéo de 5 minutes, je ne sais pas si
la technologie ne va pas nous faire faux bond. Même si on ne le voit pas, je trouve que on va. C'est pas long, c'est 5 minutes. Le début du projet, l'achat de l'église, jusqu'à la fin, son inauguration qui a eu lieu au mois d'octobre de cette année. Voilà, ça c'est l'église. C'est ça l'église avec les pierres rouges. Oui, vous avez vu les briques rouges, l'église avec les briques rouges, les débuts de la démolition de l'église. La question principale qui se posait à l'époque, c'est de... Ça c'est la mosquée, bien la future mosquée en chantier, la période de destruction de ce qu'on avait trouvé là-bas. place yombul te yu nga fa des ci gannaaw nga gas ko def ko benn fondation boo xam ni bu dëgër la nga xam ni toilette yi jàppukaay yi yëpp dafay nekk da ngaa dugg si jàkk ji mën a def da nga fi dugg def sama waa jàkk ji nga xam sax fi yaa ngi fi waaw josewu rek fi nga xam ni mooy jàkk ji doon fi mu jaar léegi peut-être escalier la bu bees boo xam ni am fi woon moom moo ko fi def ndax il parle quand il dit moom c'est l'ingénieur, c'est l'architecte. léegi est-ce que jigéen góor ñi ne la ñuy jaar wàcc ci suuf jigéen ñi jaar di dugg ci suuf ñoom itam su ko defee dana am séparation boo xam ni mooy am seen diggante ci wàllu toilette yi ci wàllu toogaay yi yëpp daal. ñoo ngi kii ak sëñ Mansour si jàkk parce que rek di kontaan lool ci ñu ngi si service yi jaay yi nga xam ne organisation culturel centre la di institut bu mag yoo xam ne moom lu xam si jóg fu mu toll mu ngi ñu yéeme di ñu dimbali ci xalaat ak ci finance ci jamono bu nekk ñi nga xam ne jëm depuis 2009 ak léegi te ñoom ñu ñëwoon doon ko. Il n'était pas encore président mais il était en bien du kontaan loolu fekk li nga am fi nga jaar ba am nga am jafe-jafe ñu ngi jànkuwanteel ba am benn fàtte su fekkee ni danga fàtte sa tàmbale ni nga tàmbale woon rek tàmbale nga di am ko kon nag ñun il faut ñu xam lii bu ko may ñun fi ñu jaar ba agsi fi ñu agsi dagale xaalis bi pour jënd kër gi déjà difficulté yi ñu amoon ak ñu commencé di fa tabax foofu yëpp ay jafe-jafe la wax contexte bi fekk liggéey bi ñu toll na ni 80% su doon téeméer juróom-ñett fukki yàlla def na sutura bala ñu dem talaat dañu war a sant yàlla bi nga xam ne moom ñu jox kàttan ba ñu def bi ñu def ba pare te fekke ko sant itam gannaaw yàlla ñu ci dugal seen loxo yëpp xam ni mbir mi du mbiru tijaan yi la naam képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah moo xam Sénégalais yi moo xam doo Sénégalais ak moo leen si àdduna bi sa biir la mbiru képp koo xam ne doomu aadama ndax ëllëg njàngan fi waaye mooy suma ay njaboot suma ay doom ñu fexe si quartier bii ñu dëkk di quartier Arlem ñëpp xam ni quartier bu dangereux la ñu fexe ba jikko yi nga xam ne ñooy makaarimul axlaaq ñu doon nekk si yonent yi doon nekk si mag ñi nga xam ne ñoom la ñu gëm suñu ñëwee ba fii ba jëmbal ko si xolu xale yi xale yi ñu jëmbal ko seen xol yi moom ñu jëmbatu la. Donc c'est différentes visites que je faisais à des périodes différentes dans la construction de la mosquée. Donc on a vu les briques rouges
Et là, la mosquée commence à prendre forme avec la couleur verte. Petit à petit, nous pouvons construire. Là, je fais ressortir l'initiative heureuse que Seigneur Abdelaziz a eue. Et qui, moi, presque la fin, c'est l'inauguration de la mosquée, de l'église, avec l'effort de tout le monde. C'est devenu cette mosquée-là. C'était le jour de l'inauguration où toute la communauté, pas seulement sénégalaise, mais toute la communauté, il y a énormément de Guinéennes et de Maliennes qui, avant même la fin de la mosquée, la construction de la mosquée, qui venaient régulièrement. Donc je vous laisse. Il faut que nous instaurions une certaine discipline. Parce que bagante bi suñ ko continuer ñuy dédicace kon waxtaan wi kenn du ko suivre waxtaan wi moo am solo dédicace yi am ngeen deux possibilités ngeen xaar bañ pare ngeen jox ko mu dédicace leen wala ngeen bind ci seen tur bind seen téléphone jox ko ndaw sale su paree mu dédicace bëggatuma gis bagante pour dédicace na dak parce que sinon waxtaan wi du am solo jërë ngeen jëf. Je m'excuse de l'interruption, mais c'était important de montrer concrètement qu'on pouvait prendre une initiative que retrace d'une manière beaucoup plus brillante. Moi, j'ai essayé d'être concret sur le terrain et de faire avancer les choses, mais je n'ai ni le talent, ni l'épaisseur intellectuelle du professeur Ousmane pour théoriser cette nécessité-là que n'importe qui doit ressentir une fois qu'il est à New York ou bien qu'il est dans d'autres pays. C'est tout à fait heureux de voir que le titre du livre, c'est Les Sénégalais d'Amérique. Mais il y a un autre livre qui s'appelle Les Sénégalais d'Allemagne. Donc il y a des initiatives partout dans le monde qui essaient de retracer cette nouvelle vie des Sénégalais, qui essaient d'immigrer parce que parce que la situation de pays ne leur permet pas de vivre d'une manière décente ici, mais quand même ce souci de maintenir l'éthique, les valeurs et les repères qui viennent du Sénégal. Moi, je tenais à montrer ça. Oh, à cause de ça, d'accord. Je tenais à montrer ça parce que dès le début, lorsqu'on a commencé à visiter l'église, avec les briques rouges, un jour, on avait un attroupement de gens qui étaient là. Et il y a des jeunes blacks, des jeunes blacks de Harlem. Tu vois que Harlem, c'est un quartier extrêmement dangereux. Il y a une modification démographique où maintenant, c'est l'élite petite bourgeoise qui vient habiter là-bas. Mais à l'époque, c'était des jeunes délinquants, ils sont passés devant nous, ils ont dit « Get out of here, we don't want Muslims here ». Dégagez d'ici, nous ne voulons pas de musulmans dans ce quartier-là. Moi qui ne suis pas de là-bas, bon, j'ai très mal réagi. Déjà, comment c'est Gounoudala? Déjà, nous avons de l'hostilité. C'était immédiatement après septembre 11. Donc, dans les États-Unis, d'une manière générale, il y avait une hostilité par rapport à l'islam. C'était une période aussi où il était extrêmement difficile d'avoir des financements venant d'Arabie Saoudite. J'étais en Arabie Saoudite, j'ai financé énormément de mosquées, mais dès qu'il y a eu septembre 11, les mécènes qui donnaient des millions pour financer les mosquées à travers le monde, c'était terminé. C'est une source qui était totalement tarie. Même les organisations internationales, telles que la Banque mondiale et d'autres, la Banque islamique de développement et d'autres organisations, n'en voulaient plus parce que c'était trop dangereux
d'envoyer de l'argent aux États-Unis pour construire une mosquée. Alors que la nécessité de l'existence de la mosquée et d'un cercle de formation de nos enfants, de les préparer à la vie, se faisait sentir. Un jour, en fait, dans des missions de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement là-bas, mais j'en profitais pour faire une descente à New York, pour faire une conférence religieuse, une conférence confrérique. Et un jour, je suis arrivé vers 7 h du matin, je vais à mon hôtel. Comment c'est que on m'a dit qu'il y a une femme qui vous attend là. Et elle veut absolument vous voir. Je dis, ah bon, une femme à cette heure-là? Je dis, ah oui, il faut moi. Je dis, est-ce que vous nous le non. Pendant sa conférence, il faut que je me dise là. Je dis, ok, lorsque je suis descendu, il m'a dit que je m'excuse du dérangement. Il y a énormément de gosses de moins de 17 ans qui sont dans les prisons. Ils sont piégés par le FBI ou par la CIA de nous utiliser les cartes de crédit. Ils sont pris dans le trafic de la drogue et ils sont pleins dans les prisons, mais les parents ne veulent pas qu'on en parle et le gouvernement ne veut pas qu'on le sache. Donc je voudrais, quel que soit le thème de votre conférence, il faut transformer ça en une responsabilisation des parents qu'ils parlent de ces choses-là et qu'on essaie de trouver des moyens pour pallier à la situation. Donc, j'avais changé complètement de sujet et je fais ce quoi. Donc, cette mosquée-là, ce centre islamique, Harlem Islamic Cultural Center, tel que vous connaissez la mosquée ou la zawiya de l'Haj Malick Sy, bon, on nous a dit de ne pas faire sortir le terme de zawiya ou le terme de mosquée dans le titre. On l'a transformé en le centre culturel islamique de Harlem. Et on a commencé à faire des levées de fonds. On a fait 2 levées de fonds au niveau de la communauté égyptienne et de la communauté pakistanaise. Et ça coûte énormément cher. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de payer l'église. Mais quand même, tout le monde, on a commencé des prières. On a fait l'inauguration. J'ai représenté le calife au mois d'octobre. Et déjà, avant même qu'on finisse les travaux, il y avait énormément de Maliennes et de Guinéennes, plus que des Sénégalaises, qui venaient prier là-bas. Donc on peut transformer cet espace-là pour discuter les thèmes de ce livre. Et moi, je propose déjà d'inviter Ousmane au niveau de cette mosquée-là, de cette zawiya-là. On a fait l'inauguration, il y a eu une grande conférence avec des panels où on avait repris plus ou moins le titre de Arnaldez, 3 messagers, un seul Dieu. 3 messagers, un seul Dieu, pour montrer l'écuménisme de l'islam, du judaïsme et du christianisme. Et on a fait une très bonne conférence. Moi, je trouve que le livre de Ousmane est tout à fait approprié pour provoquer une discussion à ce niveau-là. Donc c'est ça, moi j'ai préféré monter un film pour faire toucher du doigt la pertinence et l'actualité du livre de Ousmane et provoquer, comme ici au Sénégal, mais le provoquer également aux États-Unis, dans Harlem, ou bien en Allemagne. J'ai 2 exemples que je vous montrer. La même préoccupation se trouve en Italie. Italie, c'est 1 200 000 immigrés. C'est la plus forte immigration après la Côte d'Ivoire. La France n'est qu'à 100 000 immigrés. Mais l'Italie, c'est 1 200 000. Vous parliez d'emploi, de fonds, etc. C'est une question que nous avons avec Penda au niveau des assises nationales. Nous l'avons énormément étudié. À un moment donné, c'est la moitié du budget du Sénégal que les travailleurs immigrés envoyé ici au niveau de plan. Il y a même une revendication qui est là et qui dit que de cette somme qu'on envoie, qu'on envoie au Sénégal, il faudrait qu'il y ait quand même un pourcentage, qu'il y ait un fonds réservé aux immigrés, un pourcentage pour les soutenir quand ils ont des investissements, quand ils ont des projets individuels. Bon, ce que j'ai pu rassembler au niveau de Treviso tous les ans, nous avions commencé à faire ces conférences dans une petite salle comme ça. Maintenant, c'est un stade de 17 000 personnes. Il y a toute l'Europe. Et je le fais durant le week-end de Pâques.
Et durant le week-end de Noël du 24 décembre au 31 décembre, je fais une très grande rencontre européenne à Stuttgart. Si vous vous rappelez, et je vais conclure sur ça, Monsieur le Président, si vous vous rappelez, dans les années 80, les Allemands, ils ont donné énormément de bourses aux Sénégalais, mais dans des matières de pointe, dans la technologie, l'informatique, etc. Et aujourd'hui, l'un des plus grands ingénieurs à Stuttgart de MW ou bien de Mercedes est un Sénégalais qui est l'ingénieur le plus fort. Et donc, dans les années 80, ils ont financé ce genre d'études. Mais les Sénégalais qui ont fini leurs études, ils ne sont pas rentrés. Ils se sont mariés avec des Allemands. Maintenant, il y a une très forte communauté de, comment on dit ça, de mixité, comment on dit ça, de métis. De métis au niveau d'Allemagne, père sénégalais et mère allemande. Et moi, je me fais un devoir tous les ans, durant les vacances de Noël, le 24 jusqu'au 31 décembre, faire une conférence de réimmersion qui se retrempe dans leur patrimoine culturel. Maintenant, c'est devenu une conférence européenne. Cette année, les Italiens sont venus avec un bus de 54 personnes. Et les gens de Paris, les gens de Luxembourg, de Bruxelles et d'Espagne, on se rencontre là-bas. Ça permet aux gosses qui sont nés là-bas de se retremper dans leur culture. C'est ce type d'initiative que le livre de Ousmane a eu le mérite de théoriser. Peut-être il faudra qu'on ait le temps de digérer ce livre-là et de traduire dans la réalité tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils théorisent dans les initiatives heureuses ou malheureuses que nous prenons au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Et je vous remercie. Merci Serigne Mansour Sy Djamil, honorable député, pour une vidéo. Oui. Alors, je remercie donc Serigne Mansour Sy Djamil pour ce brillant exposé qui nous a permis d'abord de voir cette vidéo dont l'exemplarité est frappante. C'est un exemple sur les faits présentés par le livre d'Ousmane. Et Serigne Mansour Sy Djamil a bien souligné qu'il y a une théorisation de ces données. Et c'est une avancée importante qu'il faut souligner dans l'appréhension du phénomène migratoire. Il y a aussi le problème récurrent de l'identité. Quand je dis identité, je passe sur beaucoup de choses, nous allons y revenir. Ce n'est pas seulement la religion, ce sont les valeurs, cette relation presque ombilicale avec les terroirs d'origine, cette capacité de conserver la mémoire, cette capacité de projeter un regard critique sur le vécu par rapport au référentiel d'origine, tout ça participe de l'identité. Je pense que dans les débats, et Ousmane ne manquera pas aussi de nous enrichir encore dans son intervention. Je n'en reviens pas sur l'œcuménisme, les transferts de fonds, cette économie transnationale, n'est-ce pas, que nous vivons tous au quotidien. Merci encore. Et nous allons passer la parole maintenant à l'auteur, le professeur Ousmane Kane, qui pendant 20 minutes va nous présenter son ouvrage. Nous allons l'écouter avec toute l'attention requise. Professeur Ousmane Kane, vous avez la parole. Il faut qu'il dépasse le micro.
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. Tout d'abord, je voudrais remercier le WAC d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie de dédicace. Je remercie aussi le professeur Bouna Mohamed Sek d'avoir bien voulu représenter ici le président de l'Assemblée nationale qui devait présider cette séance, mais aussi à son propre nom, à son nom personnel, parce que c'est mon ami aussi. Je remercie les panélistes qui ont bien voulu intervenir et commenter sur ce livre, ainsi que tous ceux qui sont là. Je vois des membres de la famille, beaucoup d'amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, et vraiment je suis très content que cette cérémonie soit pour moi l'occasion de les revoir. Alors, ce livre est en fait la traduction d'un autre livre ou d'un livre que j'ai écrit il y a à peu près une dizaine d'années, donc. Et je remercie le professeur Oumar Sougou de l'avoir traduit de l'anglais, et aussi toutes ces personnes. Il m'a informé le mercredi que donc ce n'est plus possible. Alors je ne sais pas par quel miracle Abdaoul m'a sauvé, et c'est grâce à lui qu'on a ces copies. Donc Abda, merci beaucoup. Alors, donc le livre a été publié, donc la première édition a été sous presse en 2010, et 2010 correspondait à 2 jubilés. Un jubilé d'or, donc correspondant au cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, et aussi un jubilé d'argent, c'est-à-dire correspondant à peu près 25 ans depuis que les Sénégalais se sont installés à New York. Alors, donc ce n'était pas tout à fait une coïncidence, car au moment où je commençais les recherches en vue de produire ce livre, je me posais des questions en ayant ces 2 jubilés en tête. La première question: quelle a été la contribution de la migration internationale sur le développement économique et social du Sénégal et son influence sur le champ religieux? Ça, c'est la question en référence au débat sénégalais. Et l'autre question, c'est quelles sont les leçons à tirer de l'insertion d'une minorité à la fois raciale et religieuse. Quelles sont les leçons à tirer pour les spécialistes de la sociologie de la migration et des études interraciales? Et ça, c'était pour contribuer au débat américain. Donc voilà les 2 questions qui ont guidé ma recherche. Et la première question est pertinente. Pourquoi? Parce que les États jouent un rôle important dans la régulation des flux migratoires. On a tendance à croire que le développement technologique peut accélérer la migration. Mais en réalité, au cours des 4 ou 5 dernières décennies, le nombre ou le pourcentage de migrants internationaux n'a pas beaucoup augmenté. C'est moins de 3% de la population mondiale seulement qui migrait. Et la raison, c'est parce que les États existent, et les États, ou leurs frontières, donc les États ont le pouvoir de contrôler la migration. Donc c'est-à-dire que le développement technologique n'entraîne pas forcément pas la migration, pas plus que la pauvreté n'explique la migration, et ça j'y reviendrai si vous voulez. Alors, je vais vous expliquer ça, de manière beaucoup plus claire, par exemple. Avant le démantèlement du rideau de fer, les citoyens des pays de l'Empire soviétique ne pouvaient pas partir. De la même manière, pendant la colonisation, n'est-ce pas, les sujets coloniaux ne pouvaient pas émigrer, ou en tout cas difficilement. C'est après donc, la décolonisation suite à la Deuxième Guerre mondiale, et après le démantèlement du rideau de fer, que en fait des centaines de millions de personnes ont pu partir, ont pu émigrer. Et la raison, c'est parce que les États donc, jouent un rôle dans le contrôle des flux migratoires. Alors,
50 ans après que le Sénégal est devenu indépendant, il était important de comprendre quel a été le rôle de l'immigration, quel a été le rôle de l'immigration ou son impact sur le développement économique et social. Maintenant, la deuxième question, pourquoi elle est pertinente? De savoir quelles sont les leçons à tirer, n'est-ce pas, de l'insertion aux États-Unis d'une minorité raciale et religieuse. Les États-Unis sont un pays de migrants qui ont connu deux grandes vagues migratoires. La première grande vague, de 1881 à 1930, n'est-ce pas, a été le témoin de l'installation sur le territoire américain de 27,5 millions de personnes. Et la deuxième grande vague, de 1965 à 2000, donc, pendant cette période, il y a aussi 25 millions de personnes qui ont émigré aux États-Unis. Mais ce qui s'est passé au cours de la deuxième grande vague, c'est une transformation de la physionomie de la migration. Si, par exemple, dans les années 50, 75% des migrants étaient originaires de l'Europe, dans les années 80, 80% des migrants aux États-Unis étaient originaires de l'Amérique latine et de l'Asie. Alors, les Sénégalais sont arrivés en masse où on commençait à s'installer à partir des années 80. Donc, la question se pose de savoir, cette double minorité raciale et religieuse, quelles sont les leçons que les spécialistes de la sociologie de la migration ou des relations interraciales pouvaient tirer de leur insertion dans le continent, aux États-Unis. Alors, donc, ce livre est ainsi structuré. Une première partie du livre analyse le processus d'insertion des migrants au pays d'accueil et une deuxième partie du livre les liens qu'ils ont créés et maintenus avec le pays d'origine. Et donc, j'aborde différents aspects de cette migration, socio-économique, ethnique, relations de genre, intergénérationnelle, mais aussi la religion. Et pourquoi donc, quelle est l'utilité heuristique d'analyser le transnationalisme religieux? Pour comprendre comment est-ce que l'installation dans un pays occidental laïque affecte l'expérience religieuse des migrants. Ça, c'est une question. Deuxième aspect important, les ressources mobilisées par les migrants et réinvesties. Comment est-ce que ces ressources réinvesties affectent le champ religieux au pays d'origine? Et enfin, troisième utilité heuristique, comment est-ce que les migrants contribuent à transformer le champ religieux du pays d'accueil? Donc, ça, ce sont des questions, je n'aurai peut-être pas le temps d'aborder ça en détail dans ma présentation, mais c'est quelque chose que j'analyse dans le livre. Donc. Alors, voilà comment, grosso modo, le livre est structuré avec donc, un chapitre introductif et une première partie donc, qui analyse l'insertion des migrants et une deuxième partie qui analyse les liens qu'ils ont tissés avec le pays d'origine. Et donc, je m'inspire d'une grille d'analyse qu'on appelle le transnationalisme, où les liens multiples que les migrants créent ou qu'ils tissent entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine. Donc, ce qui me permet de voir les deux côtés, des deux côtés, l'impact des migrants sénégalais. Alors, d'abord, ils ont créé des enclaves, n'est-ce pas, ou des quartiers, disons, utilisons le terme plus simple. Dans la sociologie de la migration, on parle d'enclave, mais ce sont des quartiers sénégalais. Et ça, par exemple, c'est 116 dans le Upper West Side. Donc, il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ça a beaucoup changé, comme je le dirai plus tard, à cause de la gentrification. Mais, à l'époque, vraiment, on avait l'impression de se trouver au Sénégal. Il y avait des restaurants sénégalais, il y avait des mosquées où on entendait le muezzin, où les gens priaient, y compris le vendredi. Il y avait des magasins, il y avait beaucoup de magasins, c'est tout ce dont on pouvait avoir besoin. Donc moi, quand des gens venaient me voir à New York et ils me proposaient de m'amener du Genji, du Yet, je dis mais c'est une perte de temps, on a tout ça, on a absolument tout ce qu'il nous faut ici, donc c'est pas la peine de vous fatiguer. Alors, donc là, vous pouvez voir, tout ça, c'est Little Sénégal, donc ce quartier sénégalais, Watouba Wholesale, bon, voilà, Porokhan Fashion, donc Touba Kassaï, donc ça, c'est ce Touba Boutique.
Donc, vous voyez, ils ont d'abord commencé par créer des enclaves ou des quartiers. Et c'était progressivement. Ils ont commencé par, comment dire, louer un appartement dans un building, puis louer d'autres appartements, puis après louer l'immeuble, et ainsi de suite. Et donc, finalement, ils ont créé cette enclave. Et donc là, je parle que de Little Sénégal à Harlem, mais si vous allez à Brooklyn, il y a aussi ce qu'on appelle Fouta Town, où les Halpolaren, mes parents ont occupé plus de 57 buildings, c'est-à-dire en un laps de temps, ils avaient occupé tous ces buildings-là, et donc les construisant vraiment en quartier où on se sentirait au Sénégal ou au Fouta, comme vous voulez. Donc, un aspect de l'insertion, c'est d'occuper l'espace et de créer donc, ces enclaves. L'autre aspect, c'était de créer des associations, et ils ont créé beaucoup d'associations. D'abord des daïras, par exemple. Ne serait-ce que chez les Mourides, par exemple, j'ai identifié plusieurs types de daïras. Il y a des daïras de grandes familles, par exemple, Darul Koudous, Darul Fatah, Daïra Fatah ou Daïra Darul Koudous, identifiés à Serigne Moustapha ou Serigne Fallou. Il y a des daïras indépendantes qui sont des daïras qui ne sont pas affiliés à une famille, mais qui, à chaque fois qu'il y a un événement religieux, vont chanter, par exemple, Daïra Kassaïd. Il y a des daïras basés sur le genre, comme Daïra Mamdiara Bousso. Il y a des daïras qui sont des daïras de type ONG, vraiment qui jouent un rôle important en matière de développement, comme Matlaboul Fawzain. Il y a aussi des plus petites daïras qu'on appelle Al-Arba. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au cours de leur insertion, au bout de quelques années, ils ont compris l'intérêt ou le bénéfice à déclarer ces associations comme associations à but non lucratif, et ce qu'on appelle 501c3, ce qui leur avait donné tax exemption, c'est-à-dire qu'ils étaient dispensés d'impôts, et c'est comme ça qu'ils ont pu créer, donc acheter des buildings, et puis aussi recueillir des dons qui étaient dispensés d'impôts. Et Serigne Mansour a donné l'exemple de la Daïra Tidiane, mais les Mourides ont fait la même chose avec que Serigne Touba, et je pense que c'était Serigne Murtala qui est venu et qui leur avait donné 55 000 $ pour qu'ils achètent un building, sa propre contribution, et après ils ont réuni beaucoup, ils ont pendant une dizaine d'années relevé beaucoup de fonds pour acheter ce building qui coûtait plus de 600 000 $ et qui avait été inauguré par Serigne Murtala un peu avant son décès. Donc, ils vont progressivement enregistrer, c'est ce qu'on dit en anglais, leur daïra comme des associations à but non lucratif pour les formaliser. Donc ça, c'était un pas vers l'insertion. Ensuite, ils ont aussi créé de nombreuses autres associations panafricaines comme African Service Committees, associations nationales comme Association des Sénégalais d'Amérique. Et je vois dans la salle Dr Fallou Gueye qui a vraiment complètement transformé cette association au moment où il a été élu. Fallou en a fait une association vraiment extraordinaire qui ne servait pas seulement les Sénégalais, mais aussi tout Harlem, n'est-ce pas, avec un budget considérable et toutes sortes d'activités que j'analyse dans le livre. Il y avait des associations villageoises, des tontines, des représentations des partis politiques, des associations professionnelles, donc une vie associative très dense. Ça, c'était un aspect donc, de l'insertion aux États-Unis. Bon, maintenant, j'aborde la deuxième partie où j'explique comment ils ont reproduit la vie religieuse sénégalaise. De nombreuses... avant même qu'il n'ait des immeubles et des buildings, ils se rencontraient chez quelqu'un pour faire la Hadra Juma. Ensuite, ils utilisaient d'autres mosquées, comme mosquée Malkam Shabazz, pour organiser des gamous, pour organiser des magal. Et par exemple, et j'explique aussi que beaucoup de leaders religieux venaient régulièrement. Et même Mamadou est venu et allé là-bas, avant qu'il n'ait même de building, et il a dirigé la prière. Serigne Abdou Junior est allé, Serigne Mansour est allé, et Imam Hassan Sissé,
Et beaucoup d'autres imams, d'ailleurs, je lui consacre une partie importante de ce livre, car il était étudiant là-bas, et après, il a introduit la Tijaniya dans un certain nombre d'États aux États-Unis, et ses disciples ont continué son travail jusqu'ici. Alors, donc, comment ils ont reproduit la vie religieuse aux États-Unis et par exemple, là, ce que vous voyez, c'était le défilé des mourides. Donc, lorsque, je crois que c'est le 28 juillet, avait été déclaré journée Ahmadou Bamba, depuis chaque année, il y a un défilé. Donc, sur Harlem qui, je crois, est la manifestation la plus importante des Africains de l'Ouest que je connaisse, n'est-ce pas, avec des... moi, je pensais avec 4000 personnes. J'ai lu récemment Cheikh Babou qui dit qu'il pense que c'est 500 personnes, mais je pense que lorsque j'ai été, à un moment, il y a eu 4000 personnes qui ont défilé. Donc, alors, j'aborde aussi les relations de genre et intergénération. J'ai combien de temps encore Ah, j'ai encore 10 minutes. Alors, donc, j'explique qu'il y a beaucoup de tensions au sein des foyers, qu'il y a un taux très élevé de divorce, et donc j'en analyse les causes dans ce chapitre consacré aux relations de genre, car je ne voulais pas que mon ami Pendambo me dise que tu ne parles pas de genre du tout, Ousmane, dans ce livre. Là, j'en parle, Pendambo, ça je peux te l'assurer. Hein, tu peux le dire. Alors donc, quelles étaient les causes des tensions? Souvent la responsabilité financière du maintien du foyer. Qui doit maintenir le foyer? Bien sûr, étant donné qu'à un moment, les femmes, dont une grande partie étaient des tresseuses, hein, 75% à peu près selon l'estimation de Cheikh Babou, et certaines gagnaient plus d'argent que leur mari. Alors la question se posait de savoir si elles devaient contribuer ou pas. Alors les maris pensaient qu'elles devaient contribuer, elles n'étaient pas toujours d'accord, etc. Et ça c'était souvent cause de tension. Je pense que l'irrégularité des horaires de travail aussi, étant donné que beaucoup d'hommes sont des taximans, ou donc souvent ils doivent travailler, se partager un taxi, conduire 24 heures sur 24. Les femmes aussi sont des tresseuses, et pendant la saison, la haute saison, donc souvent elles travaillent très tard, ou même 24 heures sur 24. Je pense que l'irrégularité des horaires de travail était un des facteurs, et surtout quand il y avait des enfants qui naissaient. Donc, qui devait s'en occuper, etc. Et il y a aussi, bien sûr, la violence conjugale, soit physique, soit émotionnelle. Alors, je parle aussi des relations intergénérationnelles et du fait que, comme beaucoup d'autres migrants, les Sénégalais préféraient envoyer leurs enfants au pays d'origine, car ils avaient peur que s'ils grandissaient en Amérique, ils deviennent donc des délinquants, etc. Car, et il faut dire, il y a un stéréotype, il y a cette idée qu'ils pensent que les Noirs américains sont en général, que la plupart vivent de welfare, etc. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où ils se sont installés à Harlem, il y avait déjà une classe moyenne noire importante qui existait déjà. Mais ils tendaient à les voir, à ne voir que ceux qui, comment dire, étaient impliqués dans la délinquance, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons, une des causes des tensions entre noirs africains et noirs américains. Et je ne sais pas si c'est Ibrahim qui a posé la question ou M. Sen, mais il y a aussi le fait que pour les musulmans américains, l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est aussi un instrument de libération nationale. C'est-à-dire que l'islam, pour eux, une religion qui est juste, ils disent mosque-based, c'est-à-dire qui est juste axée sur le culte, les pratiques et tout ça, ça ne suffit pas, car c'est un pays où il y a une oppression raciale, donc la religion doit servir comme arme pour lutter, n'est-ce pas, contre la domination raciale, contre l'oppression raciale. Et c'est pour ça que, en fait, l'islam ouest-africain, en fait, n'a pas eu un grand impact, ou n'a pas recruté beaucoup de Noirs, si on compare, par exemple, avec Nation of Islam. Parce qu'il y a une histoire de lutte pour les droits civiques, il y a une histoire de lutte contre l'oppression raciale, et l'islam a joué un rôle très important. Depuis Noble Drew Ali, en passant par Wallace Fard, Elijah Muhammad, Malcolm X, etc., W. Muhammad,
tous ces gens-là, donc, même si donc, il y a eu une transition vers l'orthodoxie à partir d'Abd-el-Din, mais pour les Noirs américains en général, on ne peut pas dissocier la lutte pour les droits civiques de la spiritualité. Alors que les musulmans africains, c'était vraiment aller faire le Hadr Juma, le Ozifa, et puis bon, faire les magal, etc., réunir de l'argent, envoyer au marabout, construire des mosquées. Ça ne suffisait pas pour les Noirs américains. Et je pense que ça, c'est la pomme de discorde. Alors, je parle aussi de l'impact de la migration au pays d'origine. Ça, c'est le dernier chapitre aussi que j'ai intitulé donc dans le texte dans le texte en français, c'est Barça ou Barça. Donc, du soir, on arrive à Barcelone où on meurt, n'est-ce pas? Et les gens sont en train de prendre, étaient en train de prendre d'énormes risques pour aller. Et il y a une étude d'ailleurs de Pennembo et Tamba là-dessus, donc, qui explique donc, le profil de ces gens-là. Donc, ce que je dis, c'est que bon, la migration a des avantages, qui a les remises des migrants, et remittances peut se traduire par remise, professeur. On peut dire transfert, on peut aussi dire remise. J'ai bien revérifié là. Ça peut être remittances, transfert de fonds, remise des migrants, ou ça peut être remise tout court. Alors, donc j'essaie d'expliquer pourquoi les gens partent. Bon, souvent on pense que c'est la pauvreté qui explique la migration.